Merci beaucoup de cette introduction. Mon propos va être beaucoup moins poétique, je le crains, puisque je vais vous parler d'Alger à l'époque coloniale à partir justement de mon dernier livre qui porte sur une histoire de ce qu'on appelle des ratonnades. Alors, je vais peut-être commencer par la mise au point sur le mot. C'est un terme que j'ai hésité à employer en particulier en titre, puisque vous voyez bien qu'il est construit sur une insulte raciste que vous identifiez. J'imagine que je n'ai pas besoin de la répéter, j'en ai pas très envie. Vous pourriez laisser, voilà, merci, celle-ci. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est un mot que j'ai hésité à utiliser et après bien des réflexions, j'ai décidé de le faire, tout simplement parce que mon livre raconte en fait des violences racistes qui ont touché ce qu'on appelait à l'époque dans le langage colonial les musulmans, à une date précise qui est le samedi 29 décembre 1956. Et en fait, je n'ai pas trouvé de terme plus approprié pour décrire l'événement dont je traite dans cet ouvrage, puisque ce sont des violences dont la dimension raciste est fondamentale, et je vous l'expliquerai longuement, et que ce terme-là est bien celui qui désigne ce type de violence, c'est-à-dire que c'est un terme qui dit la dimension raciste des violences, et pour moi, c'était essentiel. Pourquoi j'ai hésité à l'utiliser, c'est parce qu'en fait, sa dimension dénonciatrice existe, mais elle n'est pas toujours évidente de prime abord. Elle existe d'abord parce que moi, dans mon histoire personnelle, c'est un terme que j'ai d'abord connu dans le mouvement antiraciste de la deuxième moitié des années 1980. Toute la mouvance antiraciste autour de SOS Racisme, mais pas seulement SOS Racisme, il y avait beaucoup d'autres associations qui existaient, et le mot ratonnade était utilisé avec une dimension dénonciatrice pour précisément bien nommer des violences qui avaient une dimension raciste et dire en quoi, évidemment, elles étaient dénonçables. Historiquement, c'est un terme que, donc, j'ai envie de dire comme historienne ensuite, j'ai rencontré au cours de mes recherches par un livre que vous connaissez peut-être aussi, qui s'appelle Ratonnade à Paris, qui est un livre écrit par Paulette et Marcel Péju, qui est sorti en 1962. Et c'est un livre qui, en fait, documente les événements du 17 octobre 1961 à Paris. Et donc, là aussi, le terme a une dimension raciste. Et alors, ce qui m'a surprise, c'est qu'en fait, bon, je connaissais ce livre, je connaissais son titre, et il était pour moi vraiment une source d'inspiration, c'est-à-dire que c'est dans la continuité de cet usage que je m'inscris, parce qu'en fait, quand on lit le livre en 1962, le titre n'est absolument pas justifié. L'emploi du terme est une sorte d'emploi d'évidence. Alors, pour essayer d'en retracer l'histoire, j'ai utilisé les outils qu'utilisent tous les historiens. D'abord, le Trésor de la langue française en ligne, qui est une espèce de condensé de toute une série d'encyclopédies ou de dictionnaires qui permettent de faire une histoire des termes. Et puis aussi, une recherche, c'est pratique maintenant, on a ça dans le monde, en ligne. Et donc, dans le Trésor de la langue française, en gros, le terme raciste sur lequel ce mot ratonnade est composé, en fait, il a pris son sens plutôt dans l'entre-deux-guerres. Étonnamment, au XVIIIe siècle, c'était un terme affectueux qui désignait mon petit garçon. Ensuite, au XIXe siècle, il y a un sens péjoratif qui s'est ajouté, c'est devenu un petit gamin des rues qui vole, en gros, le petit gamin qui vole dans les rues. Et c'est dans l'entre-deux-guerres que le terme est vraiment devenu... a pris cette désignation de ce qu'on appelait les Nord-Africains, en gros. Et après 1945, le mot ratonnade a l'air de se répandre dans le contexte post-1945 et plutôt dans le contexte de la guerre d'indépendance pour désigner des formes de violence qui sont propres à l'Algérie coloniale. Donc, pour en revenir au Monde, sa première occurrence date de 1959 et c'est un article dans lequel
l'auteur dit que les ratonnades ont disparu à Alger depuis l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir. Donc c'est un article assez optimiste, un peu trop optimiste, mais en tout cas, c'est le premier usage dans le monde. Et puis, j'en ai trouvé aussi, enfin, je n'en ai pas trouvé, mais un de mes collègues qui a écrit un dictionnaire sur les mots de la colonisation et de la décolonisation a trouvé une première occurrence en 1958 dans un livre qui concerne absolument pas ces événements-là. Et en plus, le mot est utilisé en relation avec les événements que je décris. Donc, du coup, je justifie l'usage du terme, même si la dimension dénonciatrice n'est pas évidente. Donc, il y a des gens qui sont gênés par le terme, parce qu'il y a aussi des gens qui en commettent et qui utilisent le terme pour se vanter de commettre ce type de violence. Dernier point sur la raison de l'usage du terme, c'est qu'en fait, à mon grand étonnement, le terme est aujourd'hui très inconnu. C'est-à-dire que moi, dans ma pratique d'historienne, je réponds volontiers à des sollicitations pour intervenir dans des lycées. Et à chaque fois que j'ai eu l'occasion d'avoir des échanges avec des lycéens, ils ne connaissent pas le mot. Et le Seuil a eu la même expérience par ses commerciaux quand ils ont commencé à présenter le livre en librairie. Les libraires disaient, enfin c'est ce qui explique le sous-titre, les libraires disaient, parce qu'ils commencent 6 mois avant, donc pour tâter le terrain, y compris sur le titre. Et les libraires disaient, bah, c'est très bien, mais les ratonnades ou ratonnades à Alger, enfin, les gens qui vont passer dans la librairie voir ce titre ne sauront pas ce que c'est. Donc d'où le sous-titre, une histoire de racisme colonial, pour dire que ce livre parle de racisme colonial. Je corrige tout de suite un titre qui a circulé parce que le Seuil avait commencé une communication avec un autre titre qui ne correspond pas au contenu. C'était une histoire sociale du racisme colonial. Alors social, oui, vous verrez, il sera beaucoup question de société, mais ce livre n'a pas vocation à être une histoire totale du racisme colonial. C'est un livre qui concerne un événement précis à partir duquel on peut travailler et documenter le racisme colonial, mais ce n'est pas du tout une histoire générale du racisme colonial, sinon ce n'est pas ce livre-là que j'aurais écrit. Est-ce que vous pouvez mettre la diapo suivante? Alors, l'événement dont il s'agit, c'est un événement qui, à l'époque, a eu beaucoup d'écho. Et la première fois que personnellement j'en ai eu connaissance, c'était il y a bien longtemps, quand je faisais ma thèse dans les années 1990, avec cette sensibilité antiraciste que je vous ai décrite brièvement. Et donc, je dépouillais la presse de l'époque pour les besoins de ma recherche. Et dans Le Monde du 1er janvier 1957, je suis tombée sur cet article. Donc là, je suis un peu loin pour vous en lire des extraits, et malheureusement, c'est un peu petit. Mais en gros, l'article porte sur des obsèques. Il parle d'obsèques qui ont commencé à 14 heures, d'un cortège qui se dirige d'abord vers l'église du Sacré-Cœur. Il y a plusieurs milliers de participants, des slogans fusent du type Algérie française, Guy Mollet au poteau, Guy Mollet étant à l'époque le Premier ministre à ce moment-là, Coty au poteau, Coty était le président de la République, Chevalier au poteau, Chevalier était le maire d'Alger justement, qui était connu pour ce qu'on appelle une tendance libérale, donc les participants à ces obsèques le prennent pour cible. Lacoste au poteau, Lacoste était le gouverneur général de l'Algérie, pas avec ce titre-là, il s'appelait ministre résident en Algérie, mais en fait c'est l'équivalent d'un gouverneur général. Et puis, armé au pouvoir. Donc on voit tout de suite qu'on est dans le contexte d'obsèques, et les participants aux obsèques profitent des obsèques pour s'engager dans une dimension manifestante contre les autorités. Donc on est clairement dans le domaine des défenseurs de l'Algérie française, qui déjà à cette époque, dans leur mobilisation, ont une dimension subversive, c'est-à-dire qu'ils s'en prennent aux autorités et ils appellent l'armée au pouvoir. On est, si vous connaissez le 13 mai 58 par exemple, on est avant le 13 mai, mais tout est là déjà, sur des mobilisations pro-Algérie française qui prennent le pouvoir et les autorités légitimes pour cible, et avec une confiance exprimée envers l'armée. Alors après la cérémonie, il y a le représentant du gouvernement qui devait monter dans sa voiture pour suivre un cortège. Le cortège devait aller de l'église au cimetière, j'y reviendrai, et il est chahuté, donc il est obligé de renoncer à monter dans sa voiture, et tout le cortège part à pied. En tête du cortège, continue l'article, quelques dizaines de jeunes gens
commence à pourchasser les Arabes. Alors dans ce texte, on parle des Arabes et des musulmans, il n'y a pas le mot algérien, même si Le Monde n'est pas un journal particulièrement colonialiste, mais c'est juste le vocabulaire de l'époque. Donc pourchasser les Arabes dans les tramways et les trolleybus, au carrefour des facultés, des musulmans pour la première fois furent molestés. Et puis on continue vers la place du gouvernement. C'est l'endroit où il y a vraiment un pic d'intensité des violences vers 16 heures. On décrit la même chose, des gens qui sont pourchassés, des gens qui sont sortis de leur voiture. Il y a un épisode particulier qui est relaté là de quelqu'un qui, dit le journaliste, a eu un geste obscène à l'adresse de la foule. En fait, c'est un monsieur qui s'est exhibé au passage du cortège en guise de geste d'insulte, hein, bien sûr. Et donc, il est frappé et finalement tué d'une rafale de mitraillette par un soldat qui se trouvait, selon certaines sources, un tirailleur sénégalais, parce qu'en fait, les autorités avaient anticipé qu'il y aurait du désordre et des violences lors de ces obsèques. Donc, on avait posté des forces de police ou des forces militaires dans la ville, et notamment des tirailleurs sénégalais. Donc, je vous passe, bon, voilà, la description, hein, où il y a une description assez classique de violences de rue racistes, de violences sur les personnes, de saccage de biens, saccage de restaurants, saccage d'étals de marchands, saccage de commerce, du pillage, et également des gens qui sont frappés. Je vais essayer de vous lire la fin. Alors, le cortège va au cimetière, et puis le journaliste écrit la foule prit le chemin du retour, les violences redoublèrent. Ça, quand même, je vais essayer de vous le lire parce que c'est un très bon passage. Prenant d'assaut camions et camionnettes de transport de marchandises qui se trouvaient sur la voie, les manifestants arrachèrent de leurs sièges conducteurs et convoyeurs musulmans, les assommèrent à coups de démonte-pneus, de manivelles et de bâtons, et éparpillèrent les chargements sur la chaussée qui furent bientôt jonchés de légumes, de carjots, de bouteilles de lait, de paille. Et ensuite, il fait état d'une intervention de cordons de CRS. Alors, le défunt qui est enterré ce jour-là s'appelle Amédée Froger. Vous avez une photographie de lui donc sur la droite de l'écran. Une photographie où vous le voyez en pleine action le 10 février 1956. Donc, Amédée Froger, c'était un leader de la cause Algérie française à ce moment-là. Février 1956, on est dans le contexte des mobilisations contre justement la nomination de Guy Mollet comme Premier ministre et de ses premières velléités d'action concernant l'Algérie. Il y a le 6 février 1956, si vous la connaissez, la fameuse journée des tomates. Là, on est 4 jours après. Il faut savoir que la journée des tomates, c'est une journée d'émeute alors que Guy Mollet se rend à Alger. Et 4 jours après, en fait, les mobilisations continuent. Froger en est un des leaders. Et là, sur cette photographie, il est accroché aux grilles du square qui entoure le monument aux morts à Alger. Pour ceux qui connaissent les lieux, c'est vraiment le monument aux morts d'Alger. C'est un pôle des mobilisations des partisans de l'Algérie française pour 2 raisons. D'une part, évidemment, la symbolique, parce que le monument aux morts rappelle que les Français d'Algérie ont en leur temps versé leur sang pour la patrie. Donc, il y a le message vis-à-vis de Paris, c'est de dire nous sommes sacrifiés pour la patrie. Maintenant, la patrie reconnaissante nous doit soutien. Et une des raisons des mobilisations, c'est qu'on soupçonne les gouvernements parisiens de ne pas agir avec suffisamment d'efficacité et de fermeté face au Front de libération nationale qui a déclenché l'insurrection depuis 2 ans. Et vous voyez, il a une ceinture autour de son pardessus. En fait, Amédée Froger était maire de Bouffarique. Donc Bouffarique, c'est la grande bourgade agricole, on a une 30aine de kilomètres d'Alger, qui dans le panthéon, si pas panthéon, mais je dirais dans le patrimoine mémoriel de l'Algérie française, est le symbole de la réussite agricole et de la mise en valeur de la plaine de la Mitidja. C'est en particulier une ville essentielle de production d'agrumes. Pour la petite histoire, l'orangina était fabriquée à ce moment-là à Bouffarique. C'était un agriculteur riche, agriculteur
français d'Algérie qui avait racheté le procédé de fabrication à des Espagnols et qui produisait à ce moment-là, il venait tout juste au début des années 50, produire l'orangina. Pour vous dire un peu de quoi est le maire, hein, et donc de quoi il est le symbole. Alors vous voyez tout à l'autre bout de l'écran, l'édile algérien. En fait, l'édile algérien, c'est un mensuel qui est une revue de l'Association des maires d'Alger, et Froger en était le président. Donc, il était surnommé le président des maires. Et cette revue, l'édile algérien, est une revue de sociabilité des édiles français d'Algérie, hein, parce qu'on est dans le contexte où le régime des élections garantit dans les communes qu'on appelle les communes de plein exercice qui ont conseil municipal et maire d'avoir une primauté aux Français d'Algérie. Vous savez que toutes les élections se faisaient en double collège, hein, et donc on a dans toutes les institutions élues en Algérie à ce moment-là un double collège avec d'un côté les Français pleinement citoyens, de l'autre les Français qu'on appelait musulmans, et la représentation en termes quantitatifs, hein, des Français musulmans est minorée, ce qui fait que les conseils municipaux, les élus du premier collège et donc des Français d'Algérie ont une primauté. Donc l'édile algérien, c'est le mensuel de cette association des maires dont Froger est le représentant. Il n'est pas toujours le président de l'association, c'est compliqué en termes de statut, mais publiquement, il est le représentant des maires d'Algérie. Il est d'ailleurs aussi le vice-président de l'Association des maires de France, puisque à cette époque-là, l'Association des maires de France inclut également les maires des éventuelles colonies. L'association change de nom. Je crois qu'à ce moment-là, elle s'appelle l'Association des maires de France, d'Algérie et de l'Union française. En tout cas, l'association inclut les territoires de l'Empire français. Par ailleurs, au plan social, Amédée Froger, au moment de son décès, est à la tête d'une filiale dont je vous ai mis un petit encart publicitaire, paru d'ailleurs dans l'édile algérien. Il est le salarié d'une filiale de la Compagnie des phosphates de Constantine qui est chargée d'écouler et de commercialiser en Algérie les engrais que produit la Compagnie des phosphates de Constantine. Avant cela, il a basculé vers cette activité dans les années 30. Avant cela, il a été le gérant d'un domaine agricole de Bouffari qui s'appelait le domaine Saint-Charles. Donc, en fait, symboliquement, il est, au plan politique, un des leaders des mobilisations pro-Algérie française qui prennent pour cible les autorités à Paris. Il est le représentant des élus locaux en Algérie qui se font les porte-parole des Français d'Algérie, et donc il intervient énormément à ce titre. Quand on lit la presse, il est présent, extrêmement présent dans toute quantité de réunions, de rencontres officielles, etc. Par contre, ses liens avec Paris sont très ténus, hein. Il est le vice-président de l'Association des maires de France, mais il n'a jamais de mandat national, hein. Il est maire de Bouffari, conseiller général, élu aux délégations financières et après 1945 élu à l'Assemblée algérienne. Mais une fois il se présente aux élections législatives dans les années 30, il échoue. Donc il n'a pas de connexion à Paris. Ce n'est pas quelqu'un qui a une dimension nationale, même s'il est quand même suffisamment connu au moins comme acteur des mobilisations de l'hiver 56. C'est ce qui explique que lors de ses obsèques, il y a un journaliste du Monde qui vient. Il y a beaucoup de journalistes présents à ses obsèques. Alors, ces obsèques, il a été tué le 28 décembre, c'est-à-dire la veille de son enterrement. Ce n'est pas un détail, j'y reviendrai. Et il a été tué alors qu'il sortait de son immeuble. Il habitait au 108 de la rue Michelet. Donc, vous avez une photographie qui n'est pas très bonne, que j'ai faite moi-même aujourd'hui, mais enfin, l'immeuble n'a pas changé, si ce n'est les paraboles, bien sûr. Donc, il sortait de son immeuble, il allait monter dans sa voiture. Vous avez une photo du dossier d'instruction, et il est tué à coups de revolver. Alors, qui l'a tué? Il y a eu des déclarations provocatrices et totalement fantaisistes, je le dis tout de suite, de la part de membres de groupuscules d'extrême droite et d'un groupuscule en particulier qui s'appelait l'ORAF, disant qu'il l'avait tué par provocation pour que ses obsèques donnent lieu à des manifestations subversives, et qu'en même temps,
ils puissent du coup profiter des obsèques pour attaquer les bâtiments officiels et mener tout un complot contre les autorités. Je le dis tout de suite, cette thèse-là ne tient pas, même si quand j'ai commencé ma recherche, je ne le savais pas, mais ce n'est pas une thèse fiable. Alors, de qui Froger était-il la cible? Il est évidemment la cible des nationalistes algériens, hein, bien sûr, et en particulier au titre de ce que représente Boufarik et de ce qu'il représente comme maire. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1954, quand il y a les attentats qui marquent le début de l'insurrection pour l'indépendance, à Boufarik, ce n'est pas compliqué, c'est la coopérative de mandarine qui est attaquée. Hein. Les symboles sont absolument évidents. Boufarik est d'un côté Algérie française, le symbole de la réussite agricole. Évidemment, côté algérien, c'est le symbole de la dépossession foncière, puisque les grands domaines riches de la Mitidja se sont construits sur une spoliation au 19e. Alors, on peut avoir en tête que, et c'est une longue période coloniale, mais en fait, c'est très proche, parce que si vous prenez Froger, il a 74 ans au moment de son décès, et donc il est né en 1882, et vous voyez bien en fait qu'en termes de génération, même si c'est une longue période coloniale de plus d'un siècle, en termes de génération, c'est proche. Et donc la dépossession foncière de la deuxième moitié du 19e en gros, elle est dans les têtes des gens encore, même encore en 1950, parce que ça va être les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants qui sont encore en vie des spoliés. Hein, donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, cette question de la spoliation foncière. Et c'est même quelque chose qui distingue souvent, je trouve, l'approche de la colonisation et de la guerre en Algérie et en France. En France, la question de la spoliation foncière n'est pas forcément centrale. On ne la perçoit pas comme centrale. On insiste beaucoup sur les violences, hein, et je l'ai fait moi-même dans mes travaux que vous avez rappelés. Mais en fait, la violence, j'ai envie de dire, originelle de la dépossession, elle reste très très forte dans la société algérienne, et dans les années 50, elle est encore très forte. Donc, Froger comme maire de Boufarik, il est aussi ce symbole-là. Ce n'est pas seulement le symbole politique des élus locaux mobilisés pour la défense de l'Algérie française. Il est aussi une cible pour les communistes. Les communistes algériens le prennent pour cible depuis la libération, hein, depuis 1944-1945. Bon, Froger n'a pas été du tout un franc collaborateur. Pour le situer politiquement, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut qualifier et classer à l'extrême droite. Bon, comme beaucoup d'élus locaux à l'époque, les scrutins électoraux se font beaucoup par clientélisme. Hein, c'est vraiment ainsi que ça fonctionne. C'est réseau à Boufarik, il est très ancré à Boufarik. Mais enfin, dans l'entre-deux-guerres, quand il a une étiquette, c'est radical ou radical socialiste. Hein. Ce n'est pas du tout un homme d'extrême droite. Et c'est une chose importante pour moi dans l'interprétation des événements. Parce que, en fait, comme je vous l'ai dit, il y a eu l'hypothèse que les violences et les manifestations lors de ces obsèques étaient le résultat de manipulations de groupuscules d'extrême droite qui voulaient en profiter pour prendre le pouvoir d'assaut, hein, pour le dire rapidement en quelques mots. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que les obsèques ont lieu le lendemain. Parce que ce qui se passe, c'est qu'au niveau des autorités, on a bien suivi toute l'année 56, toutes les mobilisations, dans lesquelles des groupuscules d'extrême droite étaient très actifs, mais qui aussi rencontraient un soutien massif, dont Froger est le symbole, et les milieux les plus engagés dans les mobilisations anti-gouvernementales et pro-Algérie française, c'est le milieu des élus locaux. Il y a aussi le milieu des anciens combattants, dont Froger est aussi, parce que c'est un ancien combattant héroïque de la Première Guerre mondiale, pardon. Et puis il y a le milieu des étudiants, les jeunes, qui dans toutes ces mobilisations sont souvent ceux qui fournissent les plus gros contingents. Donc au niveau des autorités, quand la nouvelle arrive le 28 décembre que Froger vient d'être tué, il y a la crainte que ces obsèques s'accompagnent non seulement de violences et de désordre, mais aussi de tentatives par des groupuscules d'extrême droite pour capitaliser en fait les désordres dont on craigne qu'ils aient lieu et qui finissent par avoir lieu, mais on a la crainte que les groupuscules d'extrême droite profitent de ces mobilisations pour aller attaquer le gouvernement général, la préfecture, la résidence, le palais d'été où réside Robert Lacoste, etc. Donc, en fait, les représentants des autorités viennent voir la famille et disent « les obsèques, c'est demain,
Et l'idée, c'est que les groupuscules d'extrême droite n'aient pas le temps de s'organiser pour venir capitaliser et transformer le cortège d'obsèques en cortège et qui aille au-delà de ce qui s'est produit, c'est-à-dire qu'il y a un débouché politique. Il faut savoir que là, on est dans un contexte où algébruisse de complot. Quand vous lisez les archives des RG, il y a le complot du général Faure qui est tout juste déjoué juste il y a quelques jours plus tôt, et tous les groupuscules d'extrême droite sont très suivis, et donc, encore une fois, on a peur de leur manipulation, et donc c'est la raison pour laquelle les obsèques ont lieu le lendemain, pour éviter qu'ils puissent s'organiser, encore une fois, et donner un débouché politique, et que ça débouche sur un complot. Alors, du coup, moi, quand j'ai commencé à travailler, à enquêter vraiment sur ces événements, je suis partie avec cet article du Monde. J'essaye de comprendre pourquoi, évidemment, tout de suite j'ai posé la question que vous avez posée, mais qui est le défunt pour comprendre. Donc on comprend que là, tout ce que je viens de vous raconter à travers qui est le défunt, mais du coup ensuite pourquoi ces violences, sachant que je n'ai pas du tout écarté d'emblée l'idée de manipulation de groupuscules d'extrême droite, mais c'est quelque chose que j'ai écarté d'abord en examinant très finement toutes les déclarations de ces gens, de ces groupuscules qui sont totalement fantaisistes. Et puis d'autre part, j'ai beaucoup travaillé sur des archives de police, notamment donc les archives des renseignements généraux. Et comme je vous le disais, les renseignements généraux connaissent absolument parfaitement les groupuscules d'extrême droite, leurs militants et leurs cadres. Il y a des dossiers qu'on voit à Aix-en-Provence aux archives, vous avez une chemise par groupuscule et tout le monde est bien connu, bien identifié. Or, dans les comptes rendus des renseignements généraux sur les violences qui se déroulent cet après-midi-là, jamais ces gens-là ne sont nommés. Et je dirais même plus, au début, ils sont nommés, c'est-à-dire dans le premier rapport, parce que le cortège part du domicile, du pied du 108, là, que vous avez. Les premiers rapports, ils disent on remarque la présence de monsieur machin, monsieur bidule, monsieur truc, donc ils identifient. Et puis après, quand ils décrivent les violences, ils sont plus identifiés, parce qu'en fait, les violences, elles sont commises par tout un chacun. Alors, pas évidemment 100% des gens qui participent aux obsèques, mais en tout cas, des groupes. Alors, ils parlent de petits commandos ou de groupes de jeunes gens, mais de petits groupes qui se détachent du cortège et qui vont commettre les violences tout au long, mais absolument pas des militants qui s'organisent. La dimension attentat, donc j'ai écarté l'explication des ratonnades par l'action des groupuscules d'extrême droite. On pourrait y revenir dans la discussion, c'est plus compliqué ce que je vous dis là, mais en tout cas, on peut l'écarter. La deuxième facteur, évidemment, à prendre en compte pour expliquer ces violences, c'est l'effet des attentats. Alors, bien évidemment, on ne peut pas gommer qu'il y a un effet des attentats. D'ailleurs, c'est présent dans toutes les mobilisations de l'année 56, et dans ces mobilisations, on réclame en particulier l'exécution des condamnés à mort algériens, parce que là, les premières exécutions de condamnés à mort nationalistes algériens, elles ont eu lieu en juin 56, mais du coup, dans les mobilisations de l'hiver, la revendication d'exécution des condamnés à mort était présente. Les premières condamnations à mort de nationalistes algériens, c'est en 55, mais il n'y a pas d'exécution jusqu'en juin 56. Et les premières exécutions ont notamment pour facteur ces mobilisations de l'hiver 56, quand il y a ces revendications. Alors l'effet attentat, évidemment qu'il doit jouer. Néanmoins, il y a quand même une chose qui m'a beaucoup frappée, c'est que les violences n'ont pas lieu le jour même de l'attentat. C'est-à-dire que le schéma événementiel, ce n'est pas que au fur et à mesure que la nouvelle de l'attentat contre Froger se répand dans la ville le vendredi 28, des gens exaspérés, mus par l'émotion, sortent dans les rues et commettent des violences. Ça se passe quand même avec 24 heures de décalage. Donc, même si on ne peut pas écarter le phénomène attentat, le facteur attentat dans le fait que des violences sont commises, ça ne peut pas être le seul. Et puis surtout, la dimension spontanée n'est quand même pas
évidente, il y a quelque chose de plus profond qui joue. Hein. Alors, c'est de cette façon que j'en suis venue à défendre la thèse que je défends dans mon livre, qui est plus argumentée que ce que je vous dis là, même si je vais essayer de ne pas être trop longue, hein, qui est que finalement, pour comprendre ces violences, il faut revenir à ce qu'était la ville d'Alger à cette époque et comment, donc vous pouvez passer la diapositive suivante si vous le voulez bien, et à cette époque, et comment les populations de cette société coloniale vivaient et étaient en rapport, ou non d'ailleurs, les unes avec les autres. Alors, ce qui m'a beaucoup frappée, peut-être que vous allez passer la diapo suivante et on reviendra à celle-ci ensuite. Non, celle d'après encore. Voilà, merci. C'est qu'en fait, dans la bibliographie, on trouve la plupart du temps des déclarations, non pas des déclarations, mais des citations et des affirmations de la part de collègues comme Guy Pervilliers, dont je vous ai mis une citation en haut. Alger n'est pas le cap, l'apartheid n'y est pas en vigueur. Absolument, il n'y a pas d'apartheid au sens où il n'y a pas de régime juridique qui interdit aux uns et aux autres de circuler dans les quartiers ou d'habiter dans des quartiers. Les mariages mixtes ne sont pas interdits, etc. Il n'y a pas de régime d'apartheid au sens strict du terme, au sens d'un régime juridique de la ségrégation et de la séparation. Néanmoins, quand on regarde finement à la fois la répartition des populations dans la ville et les relations entre elles, il y a bel et bien une ségrégation qui est une ségrégation de fait. Comment on peut la documenter? D'abord par les recensements. Alors, malheureusement, il y a un recensement en 1954. Les fiches de recensement ne sont plus, on ne peut plus les retrouver aujourd'hui. Très clairement, j'ai essayé, on ne sait pas où elles sont, voilà. Mais en 1954, au moment où le recensement a été fait, elles ont été vraisemblablement conservées à la mairie d'Alger. Et par chance pour moi, il y a un géographe qui s'appelle Jean Pelletier qui a fait une étude extrêmement précise de géographie spatiale à l'époque à l'aide du recensement, et il aboutit à une analyse très fine de ce qu'est la ségrégation à Alger à cette époque. Il dit clairement qu'il y a très peu de quartiers homogènes, c'est-à-dire de quartiers dans lesquels on ne trouverait que ce qu'on appelait à l'époque des musulmans ou ce qu'on trouverait à l'époque des Européens ou des non-musulmans. Il y a très peu de quartiers homogènes, si ce n'est la Casbah, hein, évidemment, Bab el-Oued, son pendant populaire, mais pour le coup typiquement européen, et puis quand même aussi les bidonvilles. Voilà, donc très peu de quartiers très homogènes. Jean Pelletier dit lui-même que Alger est un habitat d'Arlequin, on ne voit pas bien, mais il a fait une carte avec des points verts, des points rouges, qui représentent les populations européennes et algériennes. Donc, il dit un habitat d'Arlequin, mais en même temps, quand il fait des études avec les fiches de recensement sur des quartiers ou des immeubles, il dit qu'en même temps, vous voyez la citation que je vous dis, il dit qu'il y a une ségrégation subtile et de fait, et qui est même volontaire, c'est-à-dire qu'on ne se mélange pas. Et donc, la phrase est compliquée, mais elle résume son propos. Il dit que la ségrégation sociale se mêle à une ségrégation raciale, il met le terme entre guillemets, c'est-à-dire que la ségrégation sociale, il écrit, ne joue un rôle plus important que la ségrégation raciale que dans les classes supérieures. Sa phrase est compliquée, malheureusement, c'est ce qui résume le mieux son analyse. Il explique, on admet dans son immeuble un député musulman à l'Assemblée algérienne, ce qui veut dire que dans les classes supérieures, c'est le critère social qui fait la ségrégation, mais on peut éventuellement cohabiter dans l'immeuble. Il prend l'exemple du député musulman et puis par exemple un Froger, hein, voilà. Mais un petit blanc, entre guillemets, admettra beaucoup plus malaisément dans sa maison un musulman socialement son égal. Donc ce qu'il explique, c'est qu'il y a une superposition d'une ségrégation sociale liée aux revenus et aux statuts sociaux et une ségrégation raciale où on séparerait, encore une fois, pour reprendre les termes de l'époque, musulmans, non musulmans. Donc en fait, on a affaire dans ces violences à des populations
qui vivent dans la séparation et dans la ségrégation, subtile, mais dans la ségrégation tout de même. Et d'ailleurs, ce que je trouve intéressant, c'est que quand je parle de mon livre, très souvent, j'ai des témoignages que je n'avais pas auparavant, hein, sur ces vécus de la ségrégation. Donc, premier point, une ville où règne la ségrégation et que les contemporains ont intégré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles, mais sauf que les gens avaient identifié quels étaient les espaces des uns et des autres, dans quel espace il est naturel et ordinaire de se mouvoir et dans lesquels, au contraire, la présence est plutôt extraordinaire au sens de non ordinaire et plutôt éventuellement même suspecte. Par exemple, je vous donne un exemple, dans le dossier de justice sur l'attentat contre Froger, il y a une lettre d'une dame qui écrit spontanément et qui dit qu'elle veut venir témoigner sur l'attentat parce que la rue Michelet, c'est une rue aisée, hein, et elle explique qu'elle a bien remarqué un musulman qui était là ce matin-là et que comme ce n'était pas habituel, elle est repassée 4 fois devant lui pour le dévisager. Et donc maintenant, elle veut témoigner en justice pour décrire l'homme qu'elle a dévisagé parce qu'elle l'avait remarqué dans la rue Michelet. Hein. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait aucun Algérien rue Michelet, mais simplement, quand vous regardez même des photos de la rue, hein, ça n'est pas la présence dominante. Et les gens qui sont là sont des gens auxquels on est plutôt habitué. Ça va être quelqu'un qui travaille. Alors, quelqu'un soit qui appartient aux classes supérieures et qui habite rue Michelet, mais il n'y en a pas beaucoup, ou des gens qui travaillent là. Hein. Mais en tout cas, cette dame, ce qu'elle raconte, c'est un élément, en plus témoignage de l'époque, hein, sur la façon dont on a l'habitude d'être ou de ne pas être dans certains espaces de la ville. Deuxièmement, il y a une question démographique absolument fondamentale, parce qu'en fait, dans la répartition des populations dans l'Algérie coloniale, il y a une véritable différence ville-campagne. Hein. En gros, les Algériens sont à peu près à 80% ruraux et les Européens à plus de 80% urbains. Et donc, la ville d'Alger est une ville à dominante européenne, sauf que depuis l'entre-deux-guerres, il y a un exode rural extrêmement fort qui fait que partent des campagnes des jeunes migrants chassés par la misère, donc des bidonvilles se développent dans Alger, et que à Alger, les Français se sentent en gros menacés, hein, par cet exode rural et ces bidonvilles qui croissent. Donc il y a une mentalité d'assiégés, je dirais, et je vous en ai donné un exemple, une citation, la revue municipale d'Alger en 1955, donc c'est avant hein, les événements dont je parle, qui écrit « À ce rythme, le nombre des musulmans aura atteint celui des Européens dans 9 ans. » Donc, la projection, qu'elle soit juste ou fausse, peu importe. En réalité, les recensements officiels sous-estiment le nombre des habitants des bidonvilles, donc probablement que déjà à l'échelle de l'agglomération, la population algérienne est plus forte en nombre que celle des Européens. Mais en tout cas, pour bien vous dire, la mentalité dans laquelle on est à Alger, il y a une habitude de la fréquentation des espaces et il y a cette idée que la minorité française, minorité à l'échelle de la colonie, eh bien, dans Alger, sa suprématie est menacée. Et c'est ce qui explique, à mon sens, les violences. Alors là, il faudrait revenir. Du coup, ça doit être 2 diapositives avec, voilà, le trajet des obsèques. Je vous ai mis une autre citation qui a été fondamentale pour moi, parce que quand j'ai commencé mon enquête, je ne pensais pas du tout que les violences étaient craintes et redoutées. Et en fait, je me suis aperçue qu'elles l'étaient. Et ça a été ma grande surprise. Et vous avez là un extrait de l'ordre de service du commissaire Buil, qui était le commissaire central d'Alger, qui en gros a 24 heures pour mettre en place un service d'ordre pour les obsèques. Donc il écrit son ordre de service, il le termine vers midi, 1h et les obsèques commencent à 14 heures. Et il écrit « Les quartiers musulmans de la ville ont été cloisonnés par l'armée et isolés ainsi des secteurs européens. » Donc c'est un élément supplémentaire hein, de cette perception et du vécu de la ville comme étant vraiment séparés. Alors pour le cortège, pour le trajet, en fait le cortège, ici vous avez le domicile de Froger rue Michelet, l'église du Sacré-Cœur, ce n'est pas la cathédrale d'aujourd'hui, elle n'était pas construite encore, mais c'était la petite église qui était à peu près au même endroit. Le cortège part rue Michelet,
alors, voilà, tout le long de la rue Michelet, alors on ne voit pas bien, mais ici, vous avez la percée centrale où il y a le monument aux morts avec le gouvernement général au sommet, pour si vous connaissez Alger aujourd'hui, hein, j'imagine que vous voyez de quoi je parle. Donc là, le cortège passe dans la rue Michelet, rue aisée, très commerçante, avec les facultés au bout, donc secteur estudiantin, centre-ville européen, aisé, commerçant, secteur estudiantin. Ils passent en contrebas de la grande percée où il y a le monument aux morts et le gouvernement général. Et puis, ils entament un long trajet, au total, ça fait 5 kilomètres, le long du littoral pour aller jusqu'au cimetière européen de Saint-Eugène où Froger doit être inhumé. Donc, et ici, c'est toute la partie monumentale de la ville où il y avait à l'époque la préfecture, la nouvelle mairie, l'hôtel Aletti, et où vous avez aujourd'hui, où des institutions algériennes se sont réinstallées. Je ne sais pas si vous avez une vision de ce front de mer majestueux qu'on voit toujours en photo, hein. Donc là, il passe devant la partie monumentale. Et puis, je vous ai dit, j'ai fait exprès de vous faire remarquer la place du gouvernement dans l'article du Monde. Elle est ici, la place du gouvernement. Et ce qui est fondamental, c'est qu'elle donne accès à la Casbah. Et c'est pour ça aussi que je vous ai précisé que dans Pelletier, dans son analyse socio-spatiale de la ville d'Alger, il explique qu'il y a très peu de quartiers homogènes dans la ville d'Alger, mais la Casbah, pour le coup, elle est à 90%, lui dit musulman, hein. Donc, et un des enjeux du service d'ordre que Buil met en œuvre, c'est de barrer l'accès à la Casbah. Donc, quand il décrit son service d'ordre, il bloque 2 places, la place du gouvernement et la place Bresson, hein, la place de l'Opéra, et il stationne ici des automitrailleuses qui font barrage, hein, et de fait, il n'y a pas d'ailleurs d'affrontement avec l'armée, parce que de toute façon, l'armée est appelée à s'allier, mais de fait, les ratonnades se déploient essentiellement dans ce secteur, hein, autour de la place du gouvernement, à partir de 4 heures, parce qu'il se trouve que vers 4 heures, une bombe a explosé au cimetière Saint-Eugène, et c'est justement un groupuscule d'extrême droite qui l'a placé là, dans l'idée de déclencher les violences, sauf qu'elles avaient commencé avant. Hein, et c'est pour ça que la thèse du groupuscule d'extrême droite, on peut dire qu'ils mettent un peu d'huile sur le feu, mais ce n'est pas le déclencheur. Dans toutes les sources, la première personne attaquée, c'est rue Michelet par ici. Et puis vous avez vu dans ce que je vous ai lu, l'article du Monde, il parle des facultés, et donc c'est bien avant 4 heures et la fameuse bombe, hein. Bon, voilà. Donc, des ratonnades qui se déploient dans tout ce secteur. Le trajet continue jusqu'au cimetière. L'inhumation se fait à la hâte. La famille est absolument déplorée de ce qui se passe. Il devait y avoir des discours officiels, tout est annulé. Donc, Amédée Froger est inhumé à la hâte. Et puis, ce que raconte le journaliste du Monde quand il dit que ça reprend sur le chemin du retour, dans Bab el-Oued, et puis également de retour jusqu'à la rue Michelet, dans tout le secteur de la ville, centre-ville, voilà, et y compris dans cette partie-là, qui est la partie administrative de l'Alger officielle. Quand je vous parlais tout à l'heure d'une minorité coloniale sur la défensive, je vous en ai parlé pour Alger, où il y a une domination démographique qui est en danger, mais il faut savoir que l'idée d'une menace planant sur la présence française en Algérie, elle est beaucoup plus générale. Et là encore, ce qui m'a surpris dans mon travail d'enquête, c'est de découvrir à quel point, en fait, les contemporains en étaient conscients. Je vous ai mis le schéma que vous voyez de l'autre côté, là, enfin, tout au bout de l'écran. C'est un schéma que j'ai trouvé dans l'Édile algérien, donc le mensuel de l'Association des maires d'Algérie que Froger préside. Et vous voyez les projections démographiques. C'est tout un dossier sur l'avenir de l'Algérie et le développement de l'Algérie. Et donc, vous voyez les projections démographiques
comment est représenté celui qu'on appelle le musulman, hein, la figure sombre en burnou de grande taille, et puis les non-musulmans, le petit homme en costume européen de petite taille. Donc vous voyez les représentations qui sont tout à fait révélatrices, hein, de cette idée qu'on a globalement affaire à une minorité coloniale qui est sur la défensive, et encore plus particulièrement à Alger, parce que Alger, normalement, c'est un espace où dominent les Français, mais que de fait, là, la suprématie démographique étant en danger, et donc de leur point de vue, la présence des Français d'Algérie, ce qui explique qu'on trouve dans les mobilisations pour l'Algérie française des gens qui ne sont pas d'extrême droite, mais pour qui tout simplement les sorts personnels et ceux de leur famille sont menacés. Ce qui fait que, à mon sens, ce qui explique ces violences, c'est la structuration de la société coloniale algérienne, où globalement, au-delà d'Alger, à l'échelle de l'Algérie, vous avez en 1954 à peu près 1 million de Français et 8 à 9 millions dits de Français musulmans, ce qui fait qu'au plan historique, vous comprenez bien qu'une société qui a un tel rapport démographique global ne peut tenir qu'à condition d'une infériorisation constante des Algériens. Toute évolution vers une forme d'égalité ruine la suprématie française. L'exemple le plus parfait, c'est celui des 2 collèges. Hein, quand je vous ai parlé des 2 collèges des lecteurs, il y a des revendications de collège unique. Il y a même dans les projets gouvernementaux à Paris des velléités de collège unique. D'ailleurs, De Gaulle le met en place en juin 58. Mais les mobilisations pro-Algérie française, et Amédée Froger en particulier, sont résolument opposées au collège unique, puisque bien évidemment, le collège unique, c'est la fin de l'Algérie française sous cette forme-là, en tout cas. Hein. Et de leur point de vue, c'est la fin de leur suprématie, qui est aussi une suprématie sociale et économique. Alors, l'histoire n'est pas complète. En gros, sur les ratonnades, je vous ai présenté ma thèse, j'ai envie de dire, et la façon dont j'ai fini par expliquer ces violences, mais l'histoire n'est pas complète si on ne dit pas également l'histoire d'un homme appelé Badesh Ben Hamdi, qui se trouve avoir été arrêté, condamné à mort et exécuté pour l'attentat. Alors Badesh Ben Hamdi, sur le plan d'un portrait d'Alger à la ville coloniale, c'est je ne vais pas dire un personnage, ce n'est pas un personnage, c'est un monsieur qui a existé, mais c'est un acteur social, je dirais, qui est tout à fait à l'image de ce que je vous décrivais, c'est-à-dire ces migrants chassés des campagnes par la misère, qui gagnent Alger, qui s'installent dans les bidonvilles et qui finalement, bien sûr, sont un des viviers du recrutement pour le nationalisme algérien. Donc Badesh Ben Hamdi, c'est un monsieur qui n'a pas 30 ans, hein, au moment de ces événements, comme dans beaucoup de cas dans l'Algérie coloniale concernant les Algériens, son état civil est plus ou moins précis. En tout cas, il n'a pas 30 ans. Il vient de Boussaada, donc à plusieurs centaines de kilomètres au sud d'Alger, et il vivait dans le bidonville dont vous avez ici une photo, qui était le bidonville de Mayedine. Le bidonville de Mayedine était à l'époque le plus gros bidonville d'Alger. On estime qu'il avait à peu près 10 000 habitants. Donc le bidonville de Mayedine, c'est un bidonville dont vous avez voilà, encore une fois une photographie à peu près à cette époque-là, qui a pour particularité d'être un bidonville en pente, relativement aménagé. Hein, il y a des commerçants, il y a un hôtel, il y a des voitures qui peuvent circuler, etc. Quand je dis aménagé, évidemment, sachant que c'est un bidonville, et Badesh Ben Hamdi vivait dans une baraque semblable à celle que vous voyez en bas, c'est-à-dire des baraques de bois avec des toits de tôle que l'on lestait pour que les toits de tôle ne puissent pas s'envoler, hein, par mauvais temps. Voilà. Donc Badesh Ben Hamdi, il est arrêté en février 1957, c'est-à-dire 2 mois après l'attentat, par les parachutistes, puisque en février 1957, là, ça y est, le général Massu et ses paras ont eu la délégation des pouvoirs de police. Si vous avez vu le film La bataille d'Alger, c'est ce que ça raconte. Donc les parachutistes qui ont les pouvoirs de police après l'attentat et après
les obsèques dont je parle. Hein. C'est le 7 janvier 57 qu'ils ont les pouvoirs de police. Et donc, ils arrêtent Badesh Ben Hamdi dans son bidonville. Bien sûr, il a été torturé. Il est néanmoins traduit devant le tribunal militaire d'Alger en avril, condamné à mort et exécuté, sans, à vrai dire, qu'il y ait de preuves formelles de sa culpabilité dans le dossier. Il y a beaucoup d'éléments qui tendent vers l'idée qu'il en est effectivement l'auteur, mais aucune preuve formelle. Et il a notamment été défendu par Gisèle Halimi, qui, elle, a toute sa vie défendu l'idée qu'il était innocent. Il est néanmoins exécuté, et évidemment que dans son dossier pèse lourdement la personnalité de Froger. C'est un assassinat qui ne peut pas rester impuni, hein, clairement. Pour finir, là où l'histoire m'a emmené sur un terrain où je ne souhaitais pas aller au départ, mais voilà, on ne choisit pas toujours. Il se trouve que Badesh Ben Hamdi n'était vraisemblablement pas membre du FLN, mais du MNA, le mouvement national algérien que vous connaissez peut-être, hein, rival du FLN, parce qu'en fait, ce qui est très intéressant quand on fait une histoire locale de la guerre, c'est que même si, bien sûr, et déjà en 1957, le FLN a la suprématie, et puis même si nous, on sait que le FLN a éliminé le MNA et l'a emporté, hein, en réalité, à l'échelle locale, il y a encore des poches MNA qui subsistent, et le bidonville de Mayedine est un bidonville dans lequel le MNA a été rapidement et fortement implanté, et où des messalistes sont restés messalistes jusqu'à la fin de la guerre, et encore fin 1956 avec les moyens d'organiser cet attentat. Voilà, ce qui nous conduit sur un autre terrain, mais ce qui est quand même intéressant au plan mémoriel, parce que du coup, la figure de Badesh est une figure complexe au plan mémoriel, et son appartenance au MNA, évidemment, pour certains, évidemment, en Algérie aujourd'hui, brouille la figure du héros qu'il pourrait représenter. Je l'ai rencontré moi-même avec un monsieur de la cité Mayedine aujourd'hui qui m'a énormément aidé et accompagné dans mon enquête, et je voulais parler de lui dans mon livre et raconter comment j'avais enquêté à Alger, mais quand il a vu que j'allais mettre tous les éléments allant dans le sens que Badesh Ben Hamdi était du MNA, il n'a pas voulu que je le cite dans mon livre. Bon, voilà. Donc on est un peu en dehors de Alger colonial, mais c'est quand même là que l'histoire m'a menée. Donc je m'arrêterai là en espérant pas avoir été trop longue. Et donc voilà, on peut avoir un petit temps de discussion. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, on va prendre les questions. Ceux qui sont en ligne et celles qui sont en ligne, vous pouvez évidemment poser vos questions. Alors d'aujourd'hui, est-ce qu'on a des éléments plus précis au travers des archives qui ont pu être ouvertes, qui sont maintenant accessibles, qui n'étaient peut-être pas, sur la culpabilité réelle ou pas de ce monsieur? Non, en fait, vous savez, le problème d'une enquête extrêmement précise comme celle-là, c'est que si elle n'est pas faite sur le moment, vous ne la refaites pas ensuite. Alors, dans les archives, moi, j'ai travaillé essentiellement, bon, là, essentiellement pour Badesh, c'est le dossier de justice que j'ai vu. Aujourd'hui, si vous avez entendu parler de la mesure que Roselyne Bachelot a annoncée en décembre, aujourd'hui, ce dossier est librement consultable, mais auparavant, on pouvait le consulter sous dérogation. Donc moi, j'ai commencé à travailler sur cette histoire à peu près, je dirais, en 2014. Donc j'avais demandé une dérogation et je l'avais vue sous dérogation. Et donc, on n'aura pas d'éléments plus précis, hein, évidemment. C'est même quelque chose sur les ratonnades, en fait, parce que j'aurais bien voulu aller beaucoup plus finement dans l'enquête sur le déclenchement des ratonnades, et puis y compris leur géographie dans la ville, mais sauf que rien ne remplace une enquête sur le moment où des gens sont toujours en vie, ont la mémoire encore fraîche, une enquête de police ou de justice, ça veut dire qu'on reconstitue les faits, etc. Bon. Et donc, concernant Badesh, l'enquête est extrêmement sommaire parce que tout ce qu'on veut, c'est prouver sa culpabilité. Et d'ailleurs, son appartenance au MNA, dans le dossier de justice, n'est pas renseignée. Ça, c'est une chose qui m'avait beaucoup surprise parce qu'en fait, quand j'ai demandé à voir le dossier de justice, bon, je voulais savoir un peu, évidemment, des éléments sur l'attentat, etc. Mais je voulais savoir
quels éléments on avait eu à l'époque sur une éventuelle appartenance au MNA. Et en fait, on ne lui demande pas. Il nomme un commanditaire qui s'appelle Mohamed, évidemment. Hein, bon, je veux dire par là qu'il protège certainement, soit le commanditaire s'appelle réellement Mohamed, soit il le protège en disant c'est Mohamed du bidonville de Mayedine. Bon, voilà. Mais le fameux Mohamed n'est pas identifié, n'est pas arrêté. Il n'y a aucune enquête. L'enquête ne consiste qu'à essayer de trouver des preuves. Alors, pourquoi les preuves ne sont pas tangibles? D'abord, alors, dans le dossier, on dit que, parce que Badèche s'est enfui hein, après l'attentat, donc il suit tout un trajet, et donc les enquêteurs disent, il y a un procès verbal de reconstitution où on dit que de lui-même, il a montré le trajet qu'il avait suivi et que c'est bien le trajet qu'ont vu les témoins. Au début, il est un peu poursuivi, puis comme il court très très vite, finalement, ceux qui le pourchassent le lâchent, et que de lui-même, il a montré les rues qu'il avait empruntées. Et lui dit à l'audience, non, j'étais guidé. En fait, les policiers me tenaient et me guidaient. Je n'ai pas montré les rues. Donc, voilà. Deuxièmement, la torture a été pratiquée. Cet homme a été victime de la torture. Et puis ensuite, ce qui pèse dans le dossier, ce sont les reconnaissances de témoins. Mais là, c'est très intéressant parce qu'à l'audience, il y a des comptes rendus de presse hein, sur l'audience qui s'est tenue au tribunal militaire d'Alger. Et en fait, toute la matinée, les témoins ne sont pas formels. Et donc, c'est très intéressant de lire les comptes rendus des journalistes parce qu'ils disent eux-mêmes qu'ils ont un peu de peine à être convaincus de sa culpabilité, mais dans l'après-midi, il y a 2 témoins qui le reconnaissent formellement. Et là, du coup, tout le monde est rassuré, c'est bien lui l'assassin. Hein. Donc, après, qu'il n'y ait pas de preuves dans le dossier ne veut pas dire que ce n'est pas lui non plus. Enfin, voilà, hein. C'est compliqué. Alors, du coup, c'est aussi intéressant au plan mémoriel, parce qu'en Algérie, aujourd'hui, parfois, on le présente comme martyr parce qu'exécuté alors qu'innocent, mais le problème, c'est que c'est contradictoire avec un discours d'héroïsation. De toute façon, il est martyr puisque condamné à mort et exécuté. Mais enfin, du coup, c'est plus le même héros si on le dit innocent. Donc, il y a un peu un discours un peu paradoxal parfois autour de Badèche, où à la fois dire il est innocent, ça renforce la dénonciation de son sort, puisque s'il a été exécuté alors qu'innocent, mais en même temps, du coup, on sape la figure de héros. Donc, pas de preuves tangibles. Et alors, en revanche, les éléments sur son appartenance au MNA, ce qui est intéressant et qui me fait dire que vraiment, cette procédure judiciaire, c'est vraiment parce qu'il fallait un coupable, il fallait qu'on en trouve un et qu'il soit exécuté, c'est qu'on le trouve dans des archives de police, parce que même après l'exécution de Badèche, les policiers continuent, quand ils ont l'occasion, de récolter des éléments sur l'assassinat de Froger et ils finissent par identifier le fameux Mohamed en tant qu'un membre du MNA. Par ailleurs, aujourd'hui, à la cité Mayedine, aux grandes dames du monsieur qui m'accompagnait dans mon enquête, d'anciens messalistes disent qu'il était du MNA. Et le monsieur dont je parle, dont je ne peux pas vous livrer l'identité, organise des commémorations sur la tombe de Badèche en tant que martyr de la cité Mayedine. Et à chaque fois, des anciens messalistes viennent aux cérémonies, donc ce qui le met dans tous ses états, parce que pour lui, le monsieur dont je parle est quelqu'un qui était enfant pendant la guerre d'indépendance. Donc lui, il a grandi avec un discours de la stigmatisation du MNA et pour lui, le FLN est la seule organisation réellement légitime du nationalisme algérien. Donc lui, quand il voit d'anciens messalistes qui viennent aux commémorations qu'il organise, il est absolument très énervé et ne veut pas en entendre parler. J'ajouterai que je suis allée voir le dossier de Gisèle Halimi dans ses archives, puisqu'elle est décédée récemment, mais ses archives ont été versées aux archives nationales. Et j'ai retrouvé du coup aussi dans ses archives un communiqué que le MNA a publié dénonçant la condamnation de Badèche. Donc il y a vraiment un faisceau d'éléments très forts. Voilà. Et par ailleurs, excusez-moi, je n'ai pas terminé, Yassef Saadi a toujours dit que ce n'était pas eux, ce n'était pas le FLN qui avait commis. Le FLN ne revendique pas l'attentat. Si vous lisez El Moudjahid de l'époque, dans le numéro de l'été, de l'été 57, 6 mois après, il y a un article qui justifie l'attentat en disant qu'il était Froger, mais il n'y a rien du tout en mode positif. Alors, il y a une fausse information qui a circulé à partir du livre d'Yves Courrière de la fin des années 60, début des années 70. Yves Courrière dit c'est Ali Lapointe qui a commis l'attentat, mais il n'y a vraiment aucun élément
en ce sens. Aucun élément probant, si ce n'est les gens qu'interroge Courrières et dont il ne nous donne même pas l'identité d'ailleurs. Donc, ce n'est pas une thèse fiable. Et pardon, sur le FLN, je termine, aussi dans le sens, excusez-moi, mais dans le sens aussi que les ratonnades étaient redoutées, dans ses mémoires, alors pour ce qu'elles puissent être fiables, enfin quand même, y compris celles qui sont publiées, parce qu'il a publié à plusieurs reprises des mémoires Youssef Saadi, il dit que quand l'attentat contre Froger a lieu, il réunit ses subordonnés, il demande, mais enfin c'est pas nous, enfin, parce que lui, étant le chef, soit il aurait dû en donner l'ordre, soit on aurait dû l'informer, et ni l'un ni l'autre, donc il réunit ses subordonnés, qui tous lui assurent que non, ce n'est pas eux l'attentat contre Froger. Et par ailleurs, il dit qu'il avait demandé à ses hommes, le jour des obsèques, d'observer ce qu'il appelle une trêve vigilante, c'est-à-dire de ne pas commettre de provocation parce que les représailles sur les Algériens de la ville d'Alger sont redoutées. Donc, il dit à ces groupes qu'il n'y ait pas de provocation dans Alger ce jour-là. Et dans tout, moi j'ai travaillé sur la presse et les rapports policiers, il n'y a aucun élément de tir venant d'Algériens. Il y a un épisode pas clair, mais rien. Ce n'est pas un épisode d'affrontement. Mais on aurait pu imaginer que les nationaux algériens fassent sortir leur groupe armé dans la ville le jour des obsèques. Non, Youssef Saadi donne l'ordre que personne ne sorte. Et par ailleurs, les renseignements généraux ont capté un mot d'ordre. J'ai trouvé une note disant que le mot d'ordre circulait dans Alger auprès des musulmans pour qu'ils restent chez eux le jour des obsèques. Mais merci Sylvie Thénault de cet exposé. Pardon. Je crois que ces ratonnades de la fin décembre disent en fait quelque chose sur une histoire longue. Oui. Car quand même, vous l'avez dit d'ailleurs. Oui, oui. Dans mon livre, je le développe. Oui, c'est très bien développé d'ailleurs. Et votre conclusion de ce point de vue-là est tout à fait éclairante. Et les expéditions punitives, qu'on n'appelait pas des ratonnades, ont commencé très tôt, très vite. Les Européens qui se sont installés se sont auto-organisés. On dirait aujourd'hui en milices. Ce n'était pas forcément des milices à l'époque. Je parle dès le début de la colonisation. Oui. La partie que j'ai étudiée, j'ai pas mal étudié l'histoire de l'Algérie, notamment quand j'ai travaillé sur place. Et moi, ce qui me paraît important, c'est que ceci explique en profondeur ce qu'a été la colonisation vraiment. Et la raison pour laquelle, effectivement, la lutte de libération était effectivement une lutte pour l'élimination de la colonisation, l'élimination de la sujétion, l'élimination de l'exploitation, l'élimination de l'exil sur ses propres terres. C'était ça qui était, à mon avis, au fondement. Et c'est comme ça que je l'ai compris quand j'étais très jeune, dès novembre 1954. Oui. Alors, mais ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que ces expéditions punitives, il y en a qui vont durer après, il y en aura d'autres après 62, notamment en France. Il y en avait aussi, non seulement en Algérie, mais il y en avait en France. Il y en avait en France. On les appelait aussi parfois des ratonnades. Moi, je suis de l'Est de la France, je crois que c'était Thionville. Il y avait des ratonnades à Thionville. Alors, je me souviens plus très bien de la date. En plus, comme j'étais jeune, je ne prenais pas des notes sur tout, etc. Bon, voilà, je suivais l'actualité de très près. J'étais très engagé aussi, bon, vous vous en doutez. Si je dis des choses comme ça, c'est que j'étais très engagé, moins qu'on puisse dire. Mais il y avait cette histoire-là. C'est en fait un pan fort de l'histoire de la colonisation et de ses conséquences, j'allais dire, presque, non pas mécaniques, mais quasiment. On ne voit pas comment, et quand on regarde d'autres pays comme l'Afrique du Sud, on voit bien ce que ça signifie. Ou même les États-Unis, le sud des États-Unis, des choses comme ça. Et là, voilà, mais on n'est pas, en plus, on n'est pas dans le cas où, comme en Amérique du Nord, la colonisation a conduit, en Amérique du Sud aussi d'ailleurs, un peu moins, à l'extermination et au partage des populations d'origine. Là, on va les exproprier. Et voilà, et tout ça accompagné d'un mépris terrible. C'est compliqué. Et du côté de la population algérienne, moi, enfin, en tous les cas, plutôt du côté de la population européenne, ou celle qui était définie comme telle, il n'y avait pas que des Européens, il y avait beaucoup d'ambiguïté, énormément d'ambiguïté. Moi, j'ai connu quelques pieds noirs expulsés d'Algérie en 1956.
un du Parti communiste, enfin les deux du Parti communiste, un qui n'adhérera pas au Parti communiste français parce que le Parti communiste français n'a pas pris la bonne position, voilà, et qui deviendra d'ailleurs un de mes amis et qui va me faire comprendre ce qui se passait. Il a été expulsé, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a eu une fusillade. Il était instituteur dans le patelin où il était. Il y a eu une expédition militaire et on a exposé les corps sur la place publique devant tout le monde, pour faire un exemple. Et lui, il a fait remettre les corps aux familles pour que les obsèques puissent avoir lieu très rapidement, comme ça se faisait chez nous. Et il a été expulsé pour ça. Et il adhérera effectivement au groupe de lutte pour l'indépendance quand il arrivera en France en 1956. Merci beaucoup, monsieur, pour ce commentaire. Si je peux oui, bien sûr, vous pouvez rebondir. Parce qu'il oui, nous reste très rapidement. Alors, en fait, c'est vrai que j'en ai pas du tout parlé là, mais c'est vrai que je vous ai dit que j'avais lu cet article du Monde il y a longtemps, dans les années 90, et j'ai mis plus de 20 ans à me saisir de cet événement comme historienne. C'est parce qu'en fait, pendant longtemps, je ne savais pas avec quelle problématique, comme historienne, j'aborderais l'événement et quel sens je lui donnerais au plan historique. Mais effectivement, quand j'ai commencé à reprendre l'événement en 2014, progressivement, je me suis dit que l'intérêt de cet événement, c'était de revoir l'histoire de la guerre. Parce qu'en fait, la vision la plus répandue qu'on a de l'histoire de cette guerre, c'est en gros armée FLN. En fait, c'est extrêmement réducteur. Et ce qui m'a frappée, c'est que moi, dans mon parcours de recherche, j'ai d'abord travaillé sur la guerre, ensuite j'ai travaillé sur la période coloniale, et j'étais frappée de voir à quel point les deux étaient toujours séparés. Les historiens ne se posent pas les mêmes questions. Quand on travaille sur la colonisation, on est complètement centré sur cette question du peuplement, des populations, de leurs relations, de leur statut. Et puis, dès qu'on bascule dans l'histoire de la guerre, c'est fini, tout ça disparaît, c'est armée FLN. Alors que, bien évidemment, les gens sont toujours là. Et donc, pour moi, cet événement-là, c'est plaider pour une histoire coloniale de la guerre, c'est-à-dire que je suis allée regarder la société coloniale en guerre. Et donc, ce que vous dites, effectivement, l'autodéfense et les milices, c'est très présent dans mon livre, mais je n'en ai pas dit mot. Mais effectivement, comme dans toute colonie d'ailleurs, les forces publiques du maintien de l'ordre ont toujours, en tout cas au moins au 19e, été insuffisantes, et on a trouvé très tôt des sortes de milices. Bon, de toute façon, il y a eu une garde nationale, une sorte de garde nationale au 19e en Algérie, qui a existé très officiellement jusqu'en 1870-71. Donc, il y a des formes d'auto-organisation, et à chaque épisode d'insurrection algérienne, ce type de réponse se met en place. Je vous renvoie au livre de Jean-Pierre Peyroulou sur Guelma, où il a documenté à Guelma en 1945 l'action d'une milice, pour le coup en plus officiellement organisée. Et dans les mobilisations des maires, ils réclament, dès quelques jours après le 1er novembre 1954, ils disent voilà, faut nous envoyer des renforts, etc. Et puis, armez-nous. Et là, les autorités ne veulent pas. Et c'est une des tensions. Mais effectivement, il y a une logique d'autodéfense. Après, sur ce que vous dites de la métropole, moi, je pense que ce n'est pas du tout la même dynamique, parce que là, vous voyez bien qu'on a affaire à des gens qui vivent ensemble, ou en tout cas qui vivent là depuis longtemps, avec des rapports sociaux très spécifiques quand même. Pour Metz, dont vous parlez, c'est 1961, et ce sont des paras de retour d'Algérie. Et vous savez, quand on dit ratonnade à Paris aussi concernant le 17 octobre, c'est les forces de police à Paris. Donc, je crois que pendant la guerre, ce qu'on appelle des ratonnades, c'est un petit peu différent en métropole de ce qu'on appelle en Algérie, où là, c'est vraiment les acteurs sociaux eux-mêmes qui les commettent. Voilà. Et sur l'ambiguïté, c'est une des difficultés que je rencontre quand je parle de mon livre. Mon idée est d'aller chercher dans l'organisation globale de la société coloniale quelle est la dynamique qui explique ces violences, ce qui ne signifie pas que 100% des gens en ont commises ou étaient d'accord avec, bien évidemment. Ceci dit, les gens dont vous parlez, les membres du PCA, ils sont quand même extrêmement minoritaires. Les Français qui ont pris le parti pris de l'indépendance sont extrêmement minoritaires entre 54 et 62. Mais
j'allais dire, l'histoire est ainsi faite que de toute façon, les trajectoires n'ont jamais de cohérence. Vous pouvez avoir des gens qui ont vécu cette guerre, je parlais des Français d'Algérie, avec un parti pris pro-Algérie française extrêmement fort, et y compris pour moi, tout ce que je vous ai raconté là, ça explique aussi le succès de l'OAS à la fin de la guerre. Pourquoi elle réussit à s'implanter, se développer et agir? C'est parce qu'elle bénéficie de plein de complicités. Je dis pas que les gens n'y entrent pas tous, ne commettent pas tous des violences, ce n'est pas ça que je dis, mais la soutenir en allant diffuser un tract, en ne dénonçant pas, en acceptant d'héberger quelqu'un, de cacher quelque chose, ce sont plein de petites complicités qui ont permis à l'OS aussi d'exister. Donc voilà, pour moi, mais ceci dit, des gens ont tout à fait pu avoir ce parcours-là et rester en Algérie après 62. Ce n'est pas forcément un parti pris politique de rester en Algérie après 62. On peut rester juste parce que sa vie est là, on ne veut pas quitter sa maison, on a une petite activité, on va pouvoir continuer, on reste sans avoir eu de parti pris politique pour l'indépendance. Pour finir sur l'Afrique du Sud, évidemment, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que, en fait, si on cherche une comparaison, une colonie de peuplement dans laquelle la population dite indigène ou autochtone reste majoritaire, on n'a pas beaucoup de points de comparaison. Parce que si vous prenez le Canada, les États-Unis, l'Australie, la population locale est exterminée ou réduite en réserve. Là, on est dans un contexte où, en fait, constamment, les Algériens demeurent majoritaires. Et au 19e, d'ailleurs, ça fait l'objet de débats. Parce qu'en fait, dans les premières décennies de la conquête et de la colonisation, la population algérienne diminue en nombre d'une façon qu'on ne peut pas quantifier précisément, mais d'évidence, elle diminue en nombre de façon extrême. Au point que pour certains observateurs, je vous parle là des années 1860, pensaient que les Algériens allaient finir par disparaître. Et donc, il y avait des projections d'une colonisation qui serait un peu sur le mode états-unien. Les Algériens vont disparaître et la population européenne va venir les remplacer. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Et parfois, c'est dit sur le mode du regret. J'ai participé à un petit ouvrage au mois de janvier qui s'appelle Zemmour contre l'histoire, où en fait, avec un certain nombre d'autres collègues, on a démenti des affirmations de Zemmour. Zemmour est tout à fait révélateur. Il a, dans ses ouvrages, des extraits où clairement il dit que le drame de l'Algérie française, c'est justement que les Algériens soient restés majoritaires en nombre et que sinon, évidemment, l'Algérie française aurait pu prospérer et se développer. Ce qui, pour moi, n'est pas étranger à l'adhésion et au succès de l'idée du grand remplacement. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que dans l'adhésion et le succès du grand remplacement, il y a cet imaginaire-là qui joue. Et il y a un lien avec l'Algérie française que je n'ai pas encore bien travaillé, mais je pense qu'on a bien identifié le vivier que Vichy représente pour l'extrême droite, mais pas le vivier Algérie française. Et je pense que là, il y a un travail à faire pour la suite. Non, moi, je n'ai pas de question, simplement une remarque. J'ai découvert récemment, c'est très récent, peut-être je me trompe, que quand on a décidé, quand Charles X a décidé la conquête d'Alger, de la ville d'Alger, il y a eu la révolution de 1830 et il a été remplacé par Louis-Philippe. Or, dans une assemblée, Bugeaud a demandé à Louis-Philippe « Pourquoi voulez-vous que nous restions là-bas ?» Et Louis-Philippe lui a dit « Pour prendre les terres et elles seront à vous. » Et en fait, c'était une politique intérieure à la France, éloigner l'aristocratie pro-Charles X pour, comme cela, n'être pas gêné par eux. Or, je crois que vous avez eu raison de commencer par la spoliation. La spoliation des terres a été déterminante. Vous ne pouvez pas chasser les gens de chez eux comme ça. Et quant aux ratonnades, je préciserai que les ratonnades... Il faut vraiment parler dans le micro, madame, parce que les gens en ligne ne vous entendent pas. Comment ? Excusez-moi. Et quant aux ratonnades, j'ai toujours entendu parler de ratons quand on parle des Nord-Africains. Et c'est vraiment l'image démographique
que les pieds noirs avaient, c'est-à-dire nous sommes cernés. Et donc, il faut les tuer pour qu'on ait cette terre. C'est très dur ce que je dis, mais... Oui, je ne l'ai pas résumé en ces termes, mais c'est... voilà, vous le dites plus lapidement, quoi. Bah, sur la question, vous savez, sur la conquête, c'est compliqué parce qu'il y a évidemment des raisons intérieures, mais enfin, quand même, jusque dans les années 1840, on ne sait pas trop quand même ce qu'on va faire. Est-ce qu'il vaut mieux... c'est évident qu'il y a un intérêt géopolitique à être là, mais alors est-ce qu'on va mettre que des comptoirs? Est-ce qu'on va... Donc, je ne connaissais pas l'échange que vous me dites, mais après, il y en a d'autres qui vont dans d'autres sens. Bon, on a beaucoup dit aussi que l'accaparement des terres, c'était pour envoyer des républicains après 1848. En réalité, les convois de déportés politiques républicains qui ont lieu en 1848, puis aussi après le coup d'État de Napoléon III, en fait, ne restent pas. Ils reviennent très vite, voilà. Mais du coup, bon, mais c'est clair, en tout cas, sans aller jusqu'à cette question de l'aristocratie visée, parce que plutôt, en général, on parle plutôt d'éloigner le petit peuple révolutionnaire ou les républicains, puisqu'on n'est pas sous des régimes républicains dans ces années-là, et plutôt ce qui ressort en général. Mais en tout cas, c'est clair que les raisons de politique intérieure française jouent, ça oui. Et par contre, il y a très longtemps une hésitation sur ce qu'on va faire, et y compris... par exemple, il y a une commission d'Afrique qui existe dans les années 1830 et qui auditionne quantité de gens pour savoir que faire l'Algérie. Et y compris, il y a quand même cette population locale qui pose problème parce que tant qu'il y a une population locale et qu'elle résiste, bah, c'est difficile de concevoir un projet colonial aisé. Donc, il y a beaucoup de discussions, beaucoup de discussions. Et l'idéal finalement qui émerge, c'est plutôt l'idée d'une colonie de petits propriétaires. C'est plutôt ça l'idéal qui finit par émerger, même s'il n'est pas du tout mis en œuvre in fine. Oui, alors en fait, il y a des lots. Quand il y a la spoliation, on forme des lots, on lotit les terres, mais les gens qui arrivent sur les terres ne s'en sortent pas, sont décimés, y compris par les maladies, la ruine, etc. Et donc, le mouvement qui se met en place, c'est effectivement un mouvement de concentration des terres, où progressivement, ceux qui échouent, laissant leurs terres et regagnant les villes, eh bien, se constituent des grands domaines. C'est comme ça qu'on a la constitution de grandes propriétés plutôt dominante côté européen et non pas la République, pas la République, mais la colonie de petites propriétés qui était plutôt dans les têtes à l'origine. Je voulais juste revenir rapidement sur cette logique d'autodéfense. Je trouve qu'elle est très bien perçue par le géographe qui dit un député musulman, oui. Sociologiquement, ça passe quand on est dans un milieu aisé. Par contre, les petits blancs, pour faire très court, ça passe pas si on est de même niveau. Oui. Mais je pense que est-ce que ça n'a pas créé un malentendu après tout ça, dans la mesure où finalement on a mis dans le même sac tout le monde et que je pense quand on a reçu, accueilli entre guillemets les pieds noirs, il n'y a pas eu un malentendu là-dessus, ça n'a pas créé quelque chose. Ils sont arrivés avec une certaine sur la stigmatisation des pieds noirs. Ouais, je pense qu'on a quand même stigmatisé tout le monde. Oui, évidemment, oui. Et c'est juste ça que je voulais dire. Oui, alors après, quand même, un mot pour finir sur cette logique d'autodéfense. En travaillant sur ce livre, j'ai trouvé une documentation que je n'ai pas exploitée dans mon livre, mais effectivement sur également l'organisation d'expéditions punitives après des attentats. Alors, dans Alger, mais ça vous pouvez le lire dans la presse, il y a un attentat, les gens courent après quelqu'un, n'importe qui l'attrape et le tabasse. Ça, c'est, je ne vais pas dire courant, mais vous lisez la presse, c'est écrit dedans, voilà. Mais il y a aussi dans des localités, petites localités, une attaque de ferme. Le fermier prend son arme avec 2-3 amis, ils forment un petit groupe, ils vont au café mort et ils tuent froidement des gens. J'ai trouvé ça dans les archives et ça, on n'a pas de travaux historiques là-dessus. Où là, c'est différent parce que c'est pour ça que je dis que l'attentat n'est pas le déclencheur. Ce n'est pas un petit groupe qui va tuer des Algériens en disant c'est eux les responsables. Il y a une espèce de démarche collective qui échappe à des acteurs la maîtrisant le jour de ses obsèques.
Merci beaucoup.